J'avais très hâte de retrouver mon invité ce matin. Son parcours est très impressionnant, sans doute parce qu'elle a osé à plusieurs reprises réaliser le pas de côté. Peut-être aussi qu'elle a accepté de sortir de sa zone de confort et sans doute aussi parce que la grande entreprise internationale dans laquelle elle travaille lui fait confiance. Grâce à tout cela, elle porte aujourd'hui des responsabilités importantes autour d'enjeux de transformation qui sont majeurs pour son entreprise, pour les partenaires de son entreprise, et vous comprendrez pourquoi aussi pour nous tous. Bonjour Leslie Camus. Bonjour Bruno. Leslie, tu as fait des études d'ingénieur agro à Montpellier, complétées par un master en management des industries alimentaires à l'ESSEC. Après un parcours chez Unilever, tu as rejoint McCain Foods il y a 19 ans. Tu y as exercé différentes fonctions et tu es aujourd'hui vice-présidente agriculture Europe chez McCain Foods. Tu nous diras ce que ça veut dire, cette fonction-là. McCain est une entreprise canadienne qui a été fondée en 1957 par deux frères, Harrison et Wallace McCain. C'est McCain qui a inventé le procédé de surgélation de la frite. C'est ce qui lui vaut sans doute qu'une frite sur 4 consommée dans le monde sorte de ses usines. Et je crois que c'est même une frite sur 3 en France. C'est bien ça ? Oui, Ouais. tout à fait. L'Europe est un marché et une zone de production et de transformation important pour McCain. Et j'ai compris qu'en tant que vice-présidente Agriculture Europe, tu étais en charge de l'approvisionnement des usines, c'est-à-dire du pilotage de l'amont, des relations avec les producteurs de pommes de terre. Et dans tes responsabilités, il y a celle de conduire le changement des modes de production de la pomme de terre pour une agriculture durable. Tu te déclares passionné par l'alimentation et le vivant. Et donc avec toi, comme nous en avons pris l'habitude avec ce podcast, nous allons évoquer ton parcours professionnel et ce qui a motivé tes choix. Nous parlerons aussi sûrement d'agriculture régénérative et, si tu le souhaites, des parcours professionnels au féminin. Leslie, merci de m'accueillir au siège de McCain Europe. Veux-tu déjà réagir et compléter cette introduction ? Merci Bruno pour cette belle introduction. Sur mon parcours, effectivement, voilà, passionnée d'alimentaire depuis le lycée. J'ai décidé effectivement de m'orienter vers ces études d'ingénieur agronome, mais finalement le master en business school à l'ESSEC m'a fait démarrer ma carrière pas forcément, on va dire, dans un métier technique lié directement à l'agronomie, puisque j'ai démarré en tant que prévisionniste des ventes chez Unilever dans les crèmes glacées. Mais après cette première expérience et au contact des équipes commerciales, j'ai vite basculé finalement dans le commerce où j'avais occupé un poste de catégorie management. Et finalement, au détour de rencontres, j'ai rejoint, comme tu l'as dit, McCain il y a presque 19 ans. Où là, j'ai pendant presque 20 ans occupé des carrières commerciales et marketing. Et c'est vrai que j'ai rejoint McCain parce qu'il y avait un gros challenge de créer ce département de catégorie management. Voilà. Qu'est-ce que c'est un département de catégorie management ? Alors, le catégorie management, c'est l'expert du shopper chez le client. Donc, c'est le shopper, c'est celui qui pousse le caddie en grande surface, on va dire ça, si on veut simplifier. Et c'est de faire des recommandations sur l'assortiment, la promotion. C'est du merchandising. Le merchandising fait aussi partie de ce métier-là. Voilà, donc j'ai occupé cette fonction-là, j'ai pris goût à la relation client et au contact client. Et ça m'a amené ensuite à prendre d'autres fonctions chez McCain où on m'a proposé de prendre la direction marketing. Alors que j'avais pas été chef de produit en tant que tel. Donc c'était pour moi un vrai challenge. Parce que c'était la première fois où j'allais gérer des équipes qui n'étaient pas des équipes dont j'étais l'experte. C'est ça, tu étais pour la première fois strictement manager. Exactement. Ouais. Et donc, et aussi un métier marketing qui était un métier où c'est un métier un peu plus de concept, où on réalise des concepts marketing, alors que précédemment, j'étais dans l'action, j'étais dans la prévision des ventes, j'étais dans le catégorie management, dans la recommandation promotionnelle, merchandising. Donc, c'était vraiment pour moi un moment de prise de hauteur. Important. Et suite à ça,
à nouveau, comme tu le dis, petit pas de côté. L'entreprise lançait le projet SAP, donc la mise en place de l'ERP SAP au niveau européen, tous les circuits de distribution, toute l'entreprise, tous les services passaient en même temps sur ce projet SAP. Donc l'un des plus gros projets de l'histoire de McCain en Europe. Et voilà, j'ai eu envie de faire partie de ce projet-là, même si c'était pas forcément du marketing ni du commerce à proprement parler. Qu'est-ce qu'il fallait déployer comme qualité pour porter un projet comme ça Capacité à s'adapter, évidemment, parce que c'était quelque chose de nouveau. Capacité à mener un projet, à mener des équipes, mobiliser des équipes derrière ce projet. Développer, parce que la solution sur laquelle je travaillais avec SAP n'était pas développée, c'était l'outil de CRM pour les équipes de vente. Donc il fallait développer à nouveau, partir d'une feuille blanche et se dire quel outil on veut dans SAP pour les équipes de vente. Donc c'était un projet 2 ans finalement dans une carrière de plus de 40 ans. 2 ans, quel est le risque finalement? Puis aussi d'autres côtés comme améliorer son anglais qui est important dans nos fonctions aujourd'hui. C'est quand même une chance dans ces grands groupes de pouvoir aborder des nouveaux projets. On n'a pas la compétence, mais on a montré qu'on était digne de confiance parce qu'on a réussi dans d'autres fonctions qu'on a explorées. On a réussi et donc dans ces grands groupes tels que McCain, on peut vous proposer des nouvelles fonctions auxquelles on n'a jamais touché. Tout à fait. Et je pense que c'est aussi quelque chose très fort chez McCain. De pouvoir faire réaliser des fonctions qui sont pas forcément dans son domaine de compétences, de changer de fonction et d'ailleurs je l'ai fait plusieurs fois dans l'entreprise et je suis pas la seule, parce qu'on pourrait se dire je suis une exception, c'est la culture managériale. Mais non, c'est pas j'ai des gens autour de moi qui effectivement ont eu des parcours marketing et sont partis à la supply chain. Donc il y a vraiment c'est vraiment une caractéristique de l'entreprise. Je reviens sur ce que tu me disais, c'est depuis le lycée que tu t'intéresses à l'alimentaire et il y a une raison à ça? C'est familial? Pas forcément, non. Tu l'as analysé? Pas familial, je sais pas, un goût pour les bonnes choses de la vie, simplement ça, de savoir comment ça fonctionnait, pourquoi les gens aimaient manger tel ou tel aliment, comprendre comment c'était fabriqué, c'était plutôt ça qui m'attirait et D'accord. Voilà. D'accord. Donc après toutes ces fonctions et ces projets que tu as portés, un jour on t'a confié donc cette responsabilité que tu portes aujourd'hui. C'était ça l'étape suivante après? Alors il y a eu plusieurs étapes, entre deux. Après ce projet SAP, j'ai rejoint aussi sur les équipes commerciales européennes, mais sur une création de poste également. Donc là aussi, on part d'une feuille blanche et on essaye de démontrer la valeur ajoutée de ce poste-là qui était principalement divisé en 2 casquettes, on va dire. Il y avait une première partie qui était développer l'approche catégorielle, donc encore du category management, mais à l'échelle européenne, et une deuxième casquette qui était vraiment sur la négociation des accords internationaux, qui était pour moi finalement quelque chose que j'avais fait dans le cadre de mes postes précédents, de faire de la négociation, mais là on était vraiment dans le cœur du sujet, vraiment de négocier des accords avec des distributeurs. Avec des distributeurs. Oui. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite j'ai rejoint les équipes commerciales France, donc retour au siège français, on va dire, pour être directrice commerciale France pour la partie retail, donc GMS, et ensuite direction commerciale européenne. Donc retour dans les équipes européennes, donc encore quelques postes différents. C'est formidable quand même de découvrir l'entreprise sous toutes ses fonctions, dans tous ses aspects, quoi. C'est quand même chouette, quoi. Tout à fait, et c'est vrai que au cours de ce parcours, j'ai pu développer mes compétences et mon expertise commerciale et marketing, évidemment, puisque j'ai eu plusieurs postes à différents niveaux, avec différents scopes, avec différentes tailles d'équipe. Mais je pense aussi que le fait d'avoir eu ces opportunités ont été aussi pour moi la façon de développer mon leadership et à travers des projets innovants. Pas uniquement des projets d'innovation
d'innovation produit, mais des projets aussi innovants dans la façon d'aborder les clients. Donc ça, c'était pour moi très important. Et puis aussi le fait d'avoir des rencontres humaines, parce que finalement, quand vous travaillez dans un environnement international, évidemment, il y a gérer des équipes françaises, mais quand on commence à gérer des équipes avec différentes nationalités, il y a ça change, c'est pas toujours la même chose. Donc des rencontres humaines aussi extrêmement importantes pour moi à travers ces histoires humaines que j'ai pu avoir. Ok. Et donc aujourd'hui, ta fonction, c'est bien ça, tu es en charge d'approvisionner les usines dans les bonnes variétés, au bon moment, les bonnes quantités, les bons standards, les formats, oui, tout ça. Ça va même un peu au-delà de ça. Donc c'est vrai que après ce parcours commercial et marketing, j'ai fait un virage à nouveau, mais là à 180 degrés. J'avais une très bonne connaissance de l'aval, oui. mais finalement assez peu de connaissances de l'amont. Et c'est vrai que finalement, aller s'occuper de la partie amont agricole chez McCain, de l'agriculture chez McCain, c'était finalement un peu un retour aux sources, retour aux racines. Oui. L'ingénieur agronome. Voilà, l'ingénieur agronome se réveille. Et c'était bon de retrouver ça? Et c'est bon parce que c'est un métier qui est en pleine mutation déjà et donc extrêmement intéressant d'accompagner ces mutations, mais aussi un métier qui est plein de sens, qui est dans l'humain. Donc c'était une belle opportunité. Okay. Et alors pour qu'on comprenne, ça représente quoi l'amont pour McCain ici en Europe? C'est combien de producteurs? Ils sont en contrat chacun de leur côté avec McCain? Ils sont organisés en coopérative? Comment ça marche? Alors la façon dont on gère l'amont agricole chez McCain, c'est une relation directe avec les agriculteurs. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. One-to-one. En one-to-one, c'est une vraie volonté d'avoir cette proximité avec les agriculteurs parce que notre modèle, il est basé non seulement sur évidemment un contrat d'achat de pommes de terre, mais aussi tout le service qu'on peut apporter autour de la culture de la pomme de terre. Et quoi, par exemple? Et notamment le service agronomique qui est dans mon scope, donc la recherche et développement agronomique, qui est là finalement pour essayer de développer les meilleures pratiques agricoles pour la culture de la pomme de terre. D'accord. Donc ça, c'est important pour nous d'avoir cette relation directe. On a 1500 agriculteurs en Europe. Pour vous en Europe. Et alors, dans quelle zone? Là, beaucoup ici dans... alors évidemment, là où se trouvent les cultures de pommes de terre. C'est pour ça aussi que le siège McCain est implanté, le siège Europe est implanté dans le nord de la France et pas en région parisienne. C'est on est au plus cœur, près au plus près. Et les usines aussi, sans doute. Et les usines aussi, évidemment. Donc on gère 1500 agriculteurs à travers l'Europe qui sont donc nord de la France, on va dire Grand Nord, et puis aussi Belgique Hollande, un petit peu à l'Allemagne, et puis aussi la Pologne, puisqu'on a une usine en Pologne. Et également. Ça fonctionne de la même façon, un agriculteur français, polonais, allemand? Alors, ça fonctionne de la même façon, la culture de la pomme de terre, Non, mais la culture même des agriculteurs, elle est peut-être différente. Oui, la culture des agriculteurs est un peu différente. On va dire qu'un agriculteur français est très fidèle à son partenaire, alors que c'est vrai qu'un agriculteur hollandais aura plutôt tendance à être... il aime jouer, il aime parier, il aime le commerce, donc il aime prendre des risques, plus qu'un agriculteur peut-être... Alors c'est peut-être un peu caricatural, évidemment tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que c'est plutôt des profils un petit peu différents. Okay. Et donc on a effectivement cette relation dans mon scope. J'ai effectivement la partie contractuelle avec les agriculteurs, la partie recherche et développement agronomique également dans mon scope. Mais ensuite, c'est effectivement une fois qu'on a contractualisé ces pommes de terre, il faut les amener dans les usines. Et donc on s'occupe aussi au niveau de l'amont agricole de l'approvisionnement des usines. Donc des 7 usines qu'on a en Europe.
Voilà, avec cette volonté, évidemment, comme tu l'as mentionné, Bruno, cette volonté d'approvisionner au plus près des usines. Donc, on essaye, voilà, c'est pas toujours possible, mais en tous les cas, un maximum, on essaye d'approvisionner à 100 km autour des usines, voilà, pour avoir aussi une empreinte environnementale la plus limitée, et puis aussi d'un point de vue coût, parce que ça coûte cher de transporter des pommes de terre. Donc, c'est aussi important d'être près des usines. Donc, on transporte ces pommes de terre auprès des usines. Donc, on organise le transport aussi entre l'agriculteur et les usines. Et puis ensuite, une fois que les pommes de terre sont arrivées à l'usine, on s'occupe de faire l'ensemble des mesures qualité nécessaires à la réception. C'est dans ton scope aussi? C'est dans mon scope aussi. À la réception, voilà, le nombre de défauts, la longueur, le calibre. Et on paye à la qualité. Et on paye, voilà, il y a des bonus, On peut vraiment jouer par la technique de culture sur la qualité du produit. Bien sûr. De manière très importante. Voilà. Et donc, vous les accompagnez dans ton équipe. Il y a combien de personnes qui visitent, je dirais presque au quotidien, les agriculteurs, qui sont chargés d'entretenir cette relation, sans doute technique, contractuelle et technique aussi. Donc on a ce qu'on appelle des agents de plaine, qui sont des technico-commerciaux, voilà, de plaine, parce qu'ils sont dans la plaine. Dans la plaine, c'est ça. C'est le terme. Employés des agents de plaine. À travers l'Europe, on a un peu plus de 20 personnes qui sont dédiées à ce... Pour 1500 producteurs. Voilà, pour 1500 producteurs, ils sont quand même bien occupés. Ça fait pas mal de monde à visiter et à accompagner. Et à côté de ça, évidemment, dans le service agronomique aussi, ils sont là aussi sont des gens aussi de terrain, pour mener des tests sur des nouvelles variétés, si jamais un agent de plaine a un problème, il sait pas identifier une maladie qu'il constate avec un agriculteur dans un champ, il va faire appel au service agronomique pour visiter l'agriculteur. Donc voilà, c'est toute une petite équipe qui se met en place derrière. Et vous avez des labos justement pour tester, pour faire des cultures de bactéries, j'imagine, non? Alors nos labos, c'est les champs. C'est dans les champs, d'accord. Nos labos, c'est les champs où on fait des essais. Donc tous les ans, on va faire des essais variétaux, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de trouver la meilleure variété qui s'adapte au sol et aux différents types de sols qu'on peut retrouver en Europe. Pour le sol plus que pour les goûts du consommateur, ou les deux? La première thématique, c'est qu'il faut que la pomme de terre, enfin le premier point clé, c'est il faut que la pomme de terre, elle génère du rendement et de la qualité. Parce qu'il faut qu'elle génère un revenu à l'agriculteur. Voilà, sinon ça n'a pas de sens. Et ensuite, une fois qu'elle a ce prérequis, il faut effectivement qu'elle soit facilement transformable, parce que toutes les variétés non plus n'ont pas les critères nécessaires pour être facilement transformables en usine. Et ensuite, effectivement, il faut qu'elle réponde à des critères gustatifs. Voilà, qui correspondent aux... Oui, donc ça fait beaucoup de critères. Ça fait beaucoup de critères, c'est pas facile. Mais en appliquant tous ces critères, je crois que vous gérez une 50aine de variétés. Oui. Quand même. Oui. Voilà, qui sont commerciales, des variétés commerciales, mais après, des variétés voilà, qui sont en développement et qu'on teste. On a un peu plus de 200 variétés. Qu'on va tester, voilà. Alors après, c'est comme un procédé d'innovation classique de développement produit, c'est-à-dire que voilà, on a 200 variétés au début et puis à la fin, on n'en a plus qu'une. Mais voilà, donc les tests sont vraiment les champs. On fait des tests variétaux et puis après, on fait des tests sur des pratiques agronomiques. Ça peut être comment optimiser l'apport d'azote dans les sols, parce que c'est un vrai sujet. Comment optimiser la ressource en eau, qui sont aussi des vrais sujets d'actualité face au changement climatique. Donc on va tester, on peut tester des variétés, mais on peut aussi tester des pratiques. Voilà, par exemple l'irrigation goutte à goutte. Voilà, est-ce que finalement ça nous permet d'optimiser la ressource en eau? Oui, combien? Quel est le business case derrière économique pour l'agriculteur? D'accord. Donc sur toute cette partie recherche et développement, est-ce que vous êtes ici en Europe en autonomie, ou bien le groupe ou l'entreprise au Canada vous donne des consignes, des orientations, un cadre pour innover? Quel est le degré de liberté finalement quand on est dans une grande entreprise internationale en charge de l'Europe?
Est-ce qu'on est libre de défricher ou est-ce qu'on a envie de défricher ou est-ce que c'est assez contraint finalement par l'actionnaire? C'est pas tellement contraint parce que ce soit dans les différentes régions du monde ou dans les différentes zones de production, les types de sols, les conditions météorologiques sont pas les mêmes. Donc quelque part, il faut s'adapter à ces conditions météorologiques. Il n'y a qu'un objectif, c'est trouver la pomme de terre la plus adaptée exactement. Au milieu, au marché. Donc évidemment, sur les variétés, on va regarder avec attention des variétés qui fonctionnent peut-être très bien dans certaines régions du monde, qui ont un climat qui va être à peu près, ou des conditions de culture qui sont à peu près similaires aux nôtres, et peut-être se dire, bah tiens, cette variété, elle a un intérêt dans cette région-là, il faudrait qu'on la teste aussi en Europe. Donc ça, on va bénéficier de cette expérience internationale, mais après sur les pratiques en tant que telles agronomiques, ça peut aussi, si je parle de l'irrigation goutte à goutte, si d'autres régions l'ont mise en œuvre, tiens, est-ce que ça fait sens, de le faire. Mais après, dans la mise en œuvre opérationnelle, c'est à nous de définir qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui va améliorer la culture de la pomme de terre demain. Tu partages donc avec tes collègues dans les autres régions du monde qui sont sur les mêmes sujets de recherche et développement. Vous mettez en commun vos découvertes. Ça fonctionne bien, ça ? Oui, ça fonctionne bien. Oui. Il y a un mois de ça, on était en Afrique du Sud pour découvrir effectivement les conditions de culture de la pomme de terre en Afrique du Sud. Visiter aussi des fermes, ce qu'on appelle des fermes du futur. Maken a développé aujourd'hui 2 fermes du futur, une en Afrique du Sud et une au Canada, où en fait ce sont des hubs d'innovation. Ce sont on a la liberté de mettre en œuvre et d'essayer tout ce qu'on veut, presque, sur une feuille blanche, puisque c'est nous qui cultivons les terres dans ces fermes, et ça nous permet d'accélérer aussi les expérimentations et de trouver plus rapidement les pratiques agricoles de demain. Alors c'est des fermes expérimentales plus que des fermes qui incarnent la ferme de demain. C'est les deux, en fait. Il y a de l'expérimentation sur des technologies. Oui. Voilà, ça peut être des caméras pour l'application de fertilisants, pour optimiser. Ça peut être des tests de ce type-là, des expérimentations de ce type-là qui se font souvent en partenariat avec des universités locales. Donc, il y a souvent des doctorants qui réalisent des thèses dans nos fermes du futur. Et puis, à côté, il y a un aspect quand même, quelque part, c'est comment on peut mettre en œuvre concrètement ces nouvelles pratiques, comme l'agriculture de régénération, par exemple. C'est de mesurer quels sont l'impact des pratiques d'agriculture de régénération et de se dire, OK, le retour sur investissement est là, OK, on régénère le sol. On a la preuve. Et c'est un bon moyen de convaincre. Ok, tu veux bien nous expliquer alors ce que c'est que l'agriculture régénérative ? Qu'est-ce que c'est la nouveauté ? Donc Maken a un engagement fort puisque d'ici 2030, on s'est engagé à avoir l'ensemble des surfaces cultivées avec nos partenaires agriculteurs en agriculture de régénération. Donc on a mis en place tout un programme d'accompagnement de nos agriculteurs sur ces pratiques. Et en quoi ça consiste l'agriculture de régénération ? L'agriculture de régénération, c'est régénérer le sol, préserver la santé du sol, régénérer le au lieu de l'épuiser, comme on se dit dans la production. Donc l'objectif, on a un cadre technique avec des piliers. Donc ça va être un premier pilier, par exemple sur la biodiversité, sur le couvert des sols. Donc un champ, s'il est couvert, il va avoir tendance on va apporter de la matière organique dans le sol, et deuxièmement, on va protéger ce sol et éviter qu'il soit, par exemple, soumis aux inondations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut voir si vous regardez autour de vous dans le nord de la France. Avec les pluies qu'on a eues, les sols qui sont pas couverts, généralement, sont les sols où on peut voir qu'ils sont inondés. Donc c'est comment apporter des solutions aux agriculteurs sur ce type de pratique. C'est limiter également le labour pour éviter la compaction du sol. Donc ça, c'est comment on arrive à
à optimiser le labour, pas labourer à tout va, voilà, mais voilà, d'observer. Juste au niveau suffisant. Juste quand on a besoin. Nécessaire et suffisant. Voilà, juste quand on a besoin. Et après, c'est tout le travail sur les intrants. Donc, ça peut être les fertilisants, les pesticides, les herbicides. Comment on limite cet apport en intrants avec soit de l'agriculture de précision, avec des outils d'aide à la décision. Par exemple, une maladie comme le mildiou de la pomme de terre, on a des outils d'aide à la décision qui nous permettent de détecter très rapidement et de ne traiter que quand on observe. Et ce type d'agriculture, du coup, ça expose à une baisse de rendement, à des surcoûts de production, du coup, quel impact sur l'ensemble de la filière? C'est crédible, c'est réaliste, on va réussir à ça? Réaliste, oui. Donc, on a lancé le programme il y a presque 3 ans maintenant en France. On a quasiment 20% de nos surfaces qui sont sous contrat d'agriculture de régénération et on a presque 50% de nos agriculteurs qui sont impliqués et qui ont au moins une pratique d'agriculture de régénération. Donc, on peut dire que ça marche. Après, c'est quelque chose sur l'agriculture de régénération, les résultats se voient pas sur le court terme. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut régénérer un sol, oui, c'est ça peut prendre c'est au moins 6 ans. 6 ans, oui, c'est ça. Au moins 6 ans. Pour réparer ce qu'on a détruit. Oui, réparer ou préserver ce qu'on a et donc améliorer la matière organique dans le sol. Donc les résultats, nous on a démarré il y a 3 ans, on voit des premiers résultats très encourageants, par exemple sur l'effet du non-labour, on voit que ça ne pénalise pas le rendement. On a aussi des bons résultats sur la localisation de l'azote, quand on vient appliquer l'azote vraiment là où la plante en a besoin, avec des outils spécifiques, des matériels spécifiques. On voit aussi qu'on baisse pas le rendement. Mais c'est vrai qu'il y a un risque pour un agriculteur qui va se lancer dans ces pratiques-là. Donc, le parti pris de McCain, c'était vraiment de mettre en place un package pour dérisquer finalement les pratiques. Donc, on a un package technique, c'est-à-dire que nos agriculteurs qui veulent s'engager dans l'agriculture de régénération sont accompagnés techniquement. On a des fermes de référence en France qui sont des fermes de démonstration. On les emmène visiter. Voilà, on les emmène visiter. Et puis après, s'ils veulent faire partie de ce réseau et ils veulent s'engager, on a un accompagnement personnalisé pour chaque agriculteur. Pour l'instant, c'est pas contraignant pour eux. C'est une proposition qui leur est faite jusqu'à ce que peut-être quand 70% ils seront passés, on dira aux autres maintenant, on termine quoi. C'est une démarche volontaire. C'est volontaire. C'est une démarche volontaire. On n'oblige personne à s'engager. C'est une démarche volontaire. C'est une démarche de progrès. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'accompagnement technique, mais on a également un accompagnement commercial avec un contrat spécifique pour les gens qui s'engagent dans l'agriculture de régénération, qui est un contrat de 6 ans, qui est un contrat de progrès. Donc, tout au long de ces 6 années, ils s'engagent à passer différentes étapes. Et, mais ils restent avec vous. Et ils restent avec nous, mais ils sont rémunérés aussi. Ils ont un bonus supplémentaire. Ils ont une meilleure rémunération qui permet de les sécuriser. Sur éventuellement des risques, parce qu'ils changent leur pratique. Et puis, on a un accompagnement qui est un accompagnement financier avec partenariat avec le Crédit Agricole, par exemple, en France, avec Rabobank en Hollande, avec BNP en Pologne. Où là, ils ont accès, en fait, les agriculteurs ont accès à des prêts. Par exemple, le cas du Crédit Agricole, pour financer des équipements qui sont en lien avec l'agriculture de régénération et les pratiques d'agriculture de régénération. Et ils n'ont pas, il n'y a pas de garantie demandée sur ces prêts. Et McCain finance les taux d'intérêt. Donc pour eux, c'est un prêt à taux zéro quelque part. Donc c'est un ensemble de mesures qui sont incitatives. Incitatives, mais c'est volontaire. Ça reste volontaire. Ok. Alors peut-être que comme on est au podcast du Campus des dirigeants, on va revenir sur ta fonction de dirigeant en tant que tel. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de dirigeant finalement? Parce qu'au-delà des pommes de terre, au-delà des projets de R&D, de la production, des appros, tu es dirigeante, tu pilotes des équipes. Qu'est-ce qui te fait vibrer là dans ce métier? Pour moi, ce qui est vraiment important,
c'est vraiment vraiment voilà cette notion de leadership, cette notion de pouvoir prendre des nouveaux challenges, les mener à leur terme, avec des équipes. Et c'est aussi un moyen finalement voilà, en leadant des équipes, c'est aussi quelque part développer ces équipes et leur faire acquérir de nouvelles compétences pour les préparer pour pour la succession, mais aussi pour peut-être d'autres métiers qu'ils souhaiteraient faire dans le futur. Donc pour moi, c'est vraiment ce que j'aime voilà dans mon métier, c'est vraiment voilà, c'est faire preuve d'audace pour mener à bien, pour mener à terme des projets voilà, innovants et des nouveaux challenges. Et donc, tu es dans des processus de transformation. On sait que le changement expose à des freins. À quoi tu es le plus attentive dans tous ces projets de transformation que tu pilotes, les facteurs clés de succès auxquels tu portes ton attention particulièrement? Ce qui est important, je pense, c'est que les équipes comprennent bien pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? Ouais. Pourquoi on le fait et sans doute qu'il faut répéter. Voilà. Et c'est quelque chose, parfois on oublie parce qu'on est dans le feu de l'action et parfois ça nous arrive d'oublier le pourquoi finalement, mais pourquoi on s'est lancé là-dedans. Voilà, donc je pense que c'est important de toujours rattacher ça à un pourquoi, parce que c'est aussi, je pense que les gens par nature, voilà, s'ils ont du sens, voilà, se sentent impliqués, comprennent pourquoi ils font les choses. Et ça, pour moi, c'est la première clé. Et tu as l'impression que sur ces sujets, justement, de transformation des modes de production agricole, c'est du sens qui intéresse tes collaborateurs? Beaucoup, et c'est dans l'air du temps quand même, oui. Beaucoup, et surtout les jeunes générations. Et les jeunes générations, et on le voit quand on fait passer des entretiens de recrutement, cette notion voilà, de durabilité, voilà, même si ce terme est un peu maintenant galvaudé, mais en tous les cas de volonté voilà, de bien faire les choses et de donner du sens à ce qu'on fait. Je pense que c'est encore plus important pour les jeunes générations aujourd'hui, et ils sont voilà, systématiquement ils vont poser cette question, ou ils vont mettre en avant le fait que McCain voilà, est très avancé sur l'agriculture de régénération, donc on voit que ça les intéresse. Mais par contre, la frite n'a pas forcément bonne presse sur le plan alimentaire. La frite, voilà, pas bonne presse. Je veux dire, nutritionnelle, on va dire plutôt. Nutritionnelle, c'est un produit plaisir. Parce que beaucoup kiffent, comme on dit. Oui, voilà, c'est un produit plaisir. Je pense que et ça, c'est quand même sympa de bosser sur des produits plaisir. Bah oui, c'est ça. Voilà. Et puis après, n'a pas bonne presse. Si vous mangez des carottes râpées tous les jours, vous serez malade aussi. Donc voilà. Et McCain ne recommande pas de manger des frites tous les jours. Non. Si on en mangeait une fois par semaine, on serait tous contents. Nous, on serait contents. Nos ventes seraient contentes. Voilà. Donc c'est juste une question d'alimentation raisonnée. C'est ça. Voilà, et équilibrée. Donc c'est le premier critère pour la transformation, le sens. Il y en a d'autres? Ensuite, c'est de planifier, voilà, de se fixer un objectif ambitieux. Voilà, moi j'aime les objectifs ambitieux. On dit au campus des dirigeants que plus c'est ambitieux, plus on a de chances de l'atteindre. Peut-être. Parce qu'on va se mobiliser. Exactement. On va se mettre en tension. Ouais. On va mettre des moyens. Ouais, c'est vrai. C'est très juste. Donc, se mettre vraiment un objectif ambitieux et se mettre un plan. Un plan et pas s'arrêter aux premiers obstacles. Et souvent, je dis aux équipes, OK, on a un gros problème. C'est quoi le petit problème dans le gros problème? Et commençons par résoudre le petit problème. Ah oui. Et en faisant des petits problèmes après petits problèmes, on a résolu le gros problème. Ah oui. Voilà, c'est très pragmatique, mais c'est aussi une façon pour moi de pousser les équipes à avancer, à oser. En ayant cette pratique du petit pas finalement, parce que c'est un peu ça, voilà, mais découper le problème en petits problèmes. Ouais. C'est plus facile à résoudre et ça leur montre que c'est possible d'avancer. Et donc ça leur donne confiance aussi sur leur capacité à avancer. Ok. Tu en vois d'autres encore? Tu as cité le sens, la planification, les objectifs qu'on se donne et le courage, le courage, la persévérance. Tout n'est pas parfait. Tout ne peut pas être parfait.
voilà, il faut l'accepter. Et voilà, le plus important, c'est d'avancer et d'apprendre des erreurs. Il y a beaucoup de femmes comme toi qui sont au COMEX de McCain Europe. Alors, vous commencez à être plusieurs. On est plusieurs. Tu étais un peu quand même une des premières, je crois. Alors sur l'agriculture, oui. Sur ce poste-là, oui. Je suis la première femme, en Europe à occuper ce poste-là. Par contre, non, au niveau comité direction européen, on a une personne qui est en supply chain, au légal, au RH, voilà. Donc il y a quand même de la diversité. Ok. Et alors justement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui sont dans les entreprises et qui se plaignent parfois qu'elles ne sont pas traitées comme les hommes? Est-ce que tu as des messages pour ces personnes-là? Pour moi, le point le plus important, c'est de ne pas renoncer à ses rêves. Il faut oser rêver grand et il faut essayer. Moi, j'ai dans mon parcours l'occasion de faire du mentorship, notamment des femmes. Et souvent, ce que je vois, c'est que il y a des barrières. Il y a des barrières où leur projet n'est pas clairement exprimé. Leurs envies ne sont pas clairement exprimées. Et je pense que le premier point, c'est d'exprimer clairement ses envies. Voilà, oser affirmer ce qu'on veut. Voilà, affirmer ce qu'on veut et pas avoir des complexes à affirmer ce qu'on veut. Faire en sorte que les autres le devinent. Exactement. Et déjà, quand on clarifie ce qu'on veut, automatiquement, je pense qu'il y a des gens autour qui sont là pour finalement accompagner parce qu'ils vont comprendre réellement ce que la personne souhaite. Donc moi, souvent, je leur dis, soyez clairs sur ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. C'est déjà la première chose. Et ensuite, essayez. Finalement, et à nouveau, oser, c'est pas être une tête brûlée. Je pense pas être une tête brûlée. Au contraire, je pense que c'est vraiment de mesurer les risques, de réfléchir. Donc, posez votre projet, essayez. En réfléchissant aux freins, aux obstacles et les risques finalement. Quel est le risque d'oser envoyer un mail à une personne avec qui on entretient pour dire qu'on a aimé l'entretien et qu'on aimerait aller plus loin? Quel est le risque? Au pire, la personne ne répond pas. Il y a rien. Quel est le risque de faire un autre métier? Si ça marche pas, je reviendrai au commercial. Oui, c'est ça. Finalement, c'est oser le mot clé, finalement, ton mot clé. Oui, c'est voilà. Et encore une fois, oser, c'est pas faire des choses extraordinaires, parce que je pense pas avoir fait des choses extraordinaires, loin de là. Mais c'est simplement d'essayer et de s'entourer de gens qui font preuve d'audace, parce que ça encourage aussi. À se mobiliser et à essayer. Tu as parlé de mentorship, c'est quelque chose qui est développé au sein de l'entreprise McCain? Oui, c'est quelque chose qui est proposé. Comment ça fonctionne, ça? Alors, il y a un programme qui est dédié aux femmes. Aux femmes spécialement. Alors, il y a un programme qui est dédié aux femmes. Ah oui. Où effectivement... on a des mentors qui sont volontaires. Qui sont internes à l'entreprise. Qui sont internes à l'entreprise, oui. Tout ça est en interne, qui sont internes à l'entreprise, qui sont volontaires. Oui. Et puis, on identifie des femmes à potentiel qu'on souhaite développer. Et donc, on leur propose ce programme de mentorship. Et alors, comment ça fonctionne? C'est des rendez-vous à deux, tous les combien? Ils décident, le mentor et le mentoré décident eux-mêmes du mode de fonctionnement et décident des objectifs qui se fixent. C'est quoi l'objectif du mentorship? Est-ce que c'est aider à poser un projet de carrière ou le prochain poste? Est-ce que c'est plus sur l'aspect développement des soft skills, du comportement, de la confiance en soi? Ils définissent entre eux les objectifs et ils travaillent à la fréquence qu'ils souhaitent. C'est très libre. C'est pas tout à fait l'équivalent du coaching. Ça n'est pas que du questionnement, c'est de la co-construction aussi. C'est de la co-construction et je dirais que pour moi, le mentorship va sur une dimension aussi autre que... carrière. Plus carrière et développement de sa carrière. Oui.
Plus voilà. que de sa personne en tant que telle. Voilà. Oui, c'est Après, ça ça le sujet. dépend aussi Oui. un peu. Après, Voilà. le profil du mentor peut faire qu'il va se Exactement. comporter comme un coach. Exactement. Oui. Exactement. Et tu as vu du coup des effets formidables de ces programmes de mentorship où vous mesurez les résultats? Oui, je pense qu'il y a. Moi, j'ai fait partie de ce programme-là, Oui. voilà, il y a quelques années, et ça a contribué à ce choix aussi, ce pas de côté, ce 180 degrés entre le commercial et l'agriculture. Je pense que ça m'a aidé à passer l'étape et à se poser les bonnes questions. Mais je l'ai vu aussi chez d'autres, personnes qui ont fait partie de ce programme et qui ont évolué sur des postes différents. On arrive un peu à la clôture de notre échange, Leslie. J'ai 2 questions pour terminer, peut-être un peu plus personnelles. La première, c'est qu'est-ce que tu trouves de plus positif dans le monde que nous vivons aujourd'hui? C'est l'envie finalement des jeunes générations. Ah oui. Moi, j'ai un fils aîné qui a 20 ans, qui vient à peine d'avoir 20 ans, et quand je le vois avec ses copains décider qu'il va monter une boîte, alors c'est un peu désorganisé, mais finalement, est-ce que c'est ça qui est l'important? Non, c'est juste qu'il ait cette envie, d'avoir ce projet, de faire des projets. Ça veut dire qu'il est en vie, en 2 mots. Exactement, envie, il a envie d'entreprendre, et ça, je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette de voir ça, et c'est aussi une fierté, mais je trouve ça chouette de voir ces jeunes, chez les jeunes. Ces jeunes qui ont pas peur, qui essayent, Ok. Et ma deuxième question, c'est, parce que j'imagine que tu as fait du cheminement personnel pour aborder cette progression dans ta vie professionnelle. Quelle est la prise de conscience ou le changement de croyance ou de posture qui a le plus amélioré ta vie? Alors, pas facile comme question. Non. Je la garde pour la fin. Oui, c'est ça. Pas facile comme question. Tu peux prendre le temps de réfléchir. Je pense que le fait de... plus on avance en âge, on gagne évidemment en maturité, mais accepter que tout soit pas parfait. Je pense que pour moi, c'était... C'était un petit défi, ça? C'était un petit défi. Accepter que le plus important, finalement, c'est continuer à progresser. Je pense que ça, c'est encore un travail, parce que parfois, on a envie que tout soit juste du premier coup. Nickel du premier coup. Standardisé comme une belle pomme de terre. Et en fait, on se rend compte que c'est pas... la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Rien n'est jamais parfait. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre, de l'intégrer. Et d'y travailler tous les jours. Ouais. Merci Leslie pour ce partage, ce témoignage aussi personnel, comme tu viens de terminer. Je te remercie beaucoup pour ce moment partagé ici au sein de McCain Europe. Merci Bruno. Au plaisir. Pour cet échange.